Imaginez-vous vous réveiller à 2 heures du matin. L'air est glacial. Vous prenez une petite lanterne en fer et en corne, dont la bougie vacillante et fumeuse éclaire à peine 2 mètres devant vous. Et vous devez sortir pour marcher seul dans les rues d'une ville médiévale. Complètement dans le noir. Sans radio pour appeler à l'aide. Sans partenaire pour surveiller vos arrières. Sans véritable entraînement. Sans salaire fixe. Avec pour unique et écrasante mission de garder une ville entière de 100 000 personnes en sécurité jusqu'à ce que le soleil daigne enfin se lever. C'est exactement ce que faisait un veilleur de nuit dans le Londres médiéval, nuit après nuit, siècle après siècle. Et je vous promets que lorsque vous terminerez ce voyage dans le temps avec moi ce soir, vous regarderez le concept de sécurité, de nuit et de confort d'une manière complètement différente. Car ce que ces hommes affrontaient dans l'obscurité, les décisions qu'ils devaient prendre dans le noir total, et les situations absurdes que ce système créait, c'est le genre de choses qui semblent tout droit sorties d'un conte inventé. Mais tout est réel. Tout est minutieusement documenté. Avant de plonger dans les ombres de l'histoire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, très doucement. C'est exactement le type d'histoire que nous partageons ici. Réelle, immersive et sans détour, pour vous aider à vous détendre et à glisser vers le sommeil. Laissez un « j'aime » pour guider d'autres voyageurs nocturnes vers ce refuge. Et glissez un mot dans les commentaires. Quelle heure est-il là où vous êtes? Et d'où écoutez-vous cette histoire? Maintenant, installez-vous. Ajustez vos couvertures. Respirez lentement et profondément. Et venez avec moi à Londres, au cœur du Moyen Âge, entre le XIe et le XIVe siècle. Dans cette ville, l'idée même de repousser la nuit n'existait pas. Il n'y avait pas d'éclairage public. Il n'y avait pas de poteaux électriques, pas de lanternes accrochées au coin des rues, aucun système organisé pour éclairer ce qui se trouvait à l'extérieur une fois que le grand astre disparaissait. Quand la nuit tombait, les rues plongeaient dans une obscurité presque liquide, totale et insondable. La ville, qui pendant la journée était un chaos assourdissant rempli de vendeurs ambulants hurlant leurs prix, de cochons et de chevaux, de charrettes grinçantes et de personnes se bousculant dans des ruelles bondées, se transformait en quelque chose de complètement différent. Le bruit diminuait jusqu'à s'éteindre. Les lourdes portes de bois se fermaient et se verrouillaient de l'intérieur. Et quiconque restait dans les rues après une certaine heure était, la plupart du temps, quelqu'un qui n'avait absolument rien à y faire. La nuit appartenait à ceux qui voulaient se cacher. L'étouffement des rues et les murailles. Pour vraiment comprendre l'angoisse et la solitude du veilleur de nuit, il faut comprendre le terrain sur lequel il marchait. Londres, à cette époque, n'était pas la métropole tentaculaire d'aujourd'hui. Elle était concentrée, enfermée et étouffée à l'intérieur de vieilles murailles romaines, sans cesse rapiécées au fil des siècles. À l'intérieur de ces murs de pierre, l'espace était disputé avec une intensité qu'il nous est difficile d'imaginer. Les rues n'étaient pas pavées de manière lisse, elles étaient faites de terre, de boue et de déchets. Elles étaient si étroites qu'elles mesuraient souvent moins de 2 mètres de large. Et levez les yeux en un instant. Les bâtiments, construits en bois et en torchis, s'inclinaient vers l'intérieur au fur et à mesure qu'ils montaient en hauteur. Le 2e étage dépassait le premier, le 3e dépassait le 2e. De sorte que, tout en haut, les toits des maisons se touchaient presque au-dessus de la tête de ceux qui marchaient en bas, bloquant le ciel. Même en plein jour, la lumière du soleil atteignait à peine le niveau du sol dans de nombreux quartiers. Alors, imaginez la nuit. La nuit était une caverne d'ombre, où chaque recoin pouvait cacher un danger. C'est dans ce labyrinthe noir qu'apparaît la figure du veilleur de nuit, ou watchman. Son histoire nous révèle comment une société tentait de maintenir l'ordre quand il était physiquement impossible de voir à plus d'1 mètre. La règle de la nuit est le couvre-feu. Le système de surveillance nocturne n'a pas été créé en un jour. Il a pris sa forme légale avec le statut de Winchester en 1285, promulgué par le roi Édouard Ier. Le roi essayait d'organiser le chaos. La nuit médiévale commençait officiellement avec un son. Le son du curfew. Un mot ancien qui vient directement du français normand, couvre-feu. Cette cloche sonnait à la tombée de la nuit, vers 8 ou 9 heures en été, et beaucoup plus tôt dans l'obscurité glaciale de l'hiver. Son message pratique était double et vital. Premièrement, c'était un ordre de survie. Les habitants devaient recouvrir de cendres le feu de leur foyer domestique. La peur du feu était la terreur ultime. Un incendie la nuit, alors que tout le monde dormait et que personne ne pouvait voir la fumée dans l'obscurité, pouvait dévorer des centaines de maisons en bois avant qu'une chaîne de seaux d'eau ne puisse être organisée. Deuxièmement,
la cloche signifiait que les rues devaient se vider instantanément. Les tavernes bruyantes devaient fermer leurs fûts de bière. Les lourdes portes de la ville, insérées dans la muraille comme Newgate, Ludgate, Bishopsgate, étaient fermées à double tour. Les gardes prenaient position. Quiconque était trouvé errant dans les rues après le couvre-feu, surtout s'il était un étranger à la ville, était immédiatement arrêté, jeté dans une cellule froide et gardé jusqu'au matin pour être longuement interrogé. La garde des boulangers et des charpentiers. Et voici la partie qui surprend toujours ceux qui découvrent cette époque. Le veilleur de nuit médiéval n'était pas ce que vous imaginez. Il n'était pas un garde professionnel, ni un soldat. Ce n'était pas un emploi auquel on postulait, pour lequel on était entraîné, et pour lequel on recevait un salaire régulier. Pendant la plus grande partie du Moyen Âge, surveiller la nuit de Londres était un simple devoir civique. Un peu comme le service militaire obligatoire ou le fait d'être appelé comme juré dans un tribunal aujourd'hui. La ville était divisée en districts. Et chaque district devait fournir une liste d'hommes pour faire la ronde. Si vous étiez un homme adulte, habitant la ville, avec un métier et une maison, c'était votre tour. Imaginez la scène. Ces hommes n'étaient pas des guerriers. C'étaient des boulangers, couverts de farine. Des charpentiers, les mains pleines d'échardes. Des marchands de tissus, des bouchers, des forgerons. Des hommes qui, toute la journée, avaient travaillé jusqu'à l'épuisement physique dans leur propre commerce. Et la nuit venue, alors qu'ils ne rêvaient que de leur lit, ils étaient appelés. Ils devaient prendre une lance, un bâton, une lanterne enfumée et sortir patrouiller dans le vent glacial. Vous pouviez être appelé une fois par semaine. C'était épuisant, inconfortable, et cela ruinait le sommeil d'hommes qui devaient se lever à l'aube pour nourrir leur famille le lendemain. Chapitre 5. Le marché des ombres et les remplaçants. Face à cette obligation redoutée, que s'est-il passé? Exactement ce qui se passe toujours dans l'histoire humaine face à une corvée. Un marché parallèle, silencieux et nocturne, s'est développé. La garde était détestée. Les hommes riches, les marchands prospères, n'avaient aucune envie de geler dans les ruelles sombres en risquant de recevoir un coup de couteau d'un voleur désespéré. Ils ont donc commencé à payer des remplaçants. C'était parfaitement légal à l'époque. Un homme riche donnait quelques pièces d'argent à un homme beaucoup plus pauvre pour qu'il prenne sa place, porte sa lanterne et marche dans le froid à son nom. Et l'homme pauvre, qui avait faim, acceptait. Avec le temps, cela a créé une véritable sous-classe d'hommes qui gagnaient leur vie uniquement de cette façon. Ils devenaient des veilleurs de nuit professionnels par défaut. Parfois, c'étaient des citoyens honnêtes qui avaient désespérément besoin d'un revenu supplémentaire. Mais très souvent, c'étaient des individus à la réputation très douteuse, des hommes qui n'avaient aucune autre option dans la vie. Ainsi, l'ironie absolue du système est née. Ceux qui étaient censés protéger les rues des criminels dans la nuit noire étaient parfois d'anciens criminels eux-mêmes. Des ombres surveillant d'autres ombres. Une garde fatiguée, mal payée et souvent corrompue, marchant lentement dans une ville endormie. Le contraste et le sommeil profond. Pensez à ces hommes un instant. Pensez à leur fatigue accumulée. Pensez à l'humidité de la nuit de Londres qui transperçait leurs vêtements de laine brute. À leurs chaussures trempées par la boue. À leurs yeux plissés, essayant de percer l'obscurité totale, sursautant au moindre bruit, au moindre chat qui renversait un seau. Et maintenant, écoutez le silence de votre propre chambre. Sentez la sécurité absolue de vos propres murs. Ce soir, vous n'avez pas de cloche de couvre-feu à écouter avec angoisse. Vous n'avez pas de feu de bois à couvrir de cendres par peur qu'il ne détruise votre vie. Et surtout, vous n'avez pas à vous lever à 2 heures du matin. Vous n'avez pas à prendre une lanterne et à sortir dans le froid mordant pour protéger votre quartier. Le monde d'aujourd'hui veille sur vous, silencieusement et sans effort de votre part. La lumière n'est qu'à la portée d'un petit interrupteur. Les rues à l'extérieur sont éclairées, calmes, surveillées par des systèmes que ces hommes du passé n'auraient jamais pu concevoir. Vous êtes à l'abri. Vous êtes loin, très loin des ombres du Moyen Âge. Laissez l'histoire de ces veilleurs fatigués s'éloigner dans les brumes du temps. Ils ont terminé leur garde. Il est temps, pour vous aussi, de baisser la garde. Sentez comme votre lit est chaud. Relâchez vos épaules dans le matelas. Laissez vos bras devenir lourds. Laissez votre respiration devenir lente, régulière et profonde. Le veilleur de nuit a fait sa ronde. La ville est en sécurité. Tout est calme. Fermez les yeux. Les 24 quartiers et le grand registre. Mais comment tout cela était-il organisé dans une ville plongée dans le noir? Pour comprendre cette mécanique de la nuit, il faut regarder la carte invisible de Londres.
La ville à l'intérieur des murs était divisée en 24 unités administratives. On les appelait les wards, ce que nous traduirions aujourd'hui par des quartiers ou des arrondissements. Chaque ward avait à sa tête un homme important, un chef local élu par les citoyens les plus riches du quartier. On l'appelait l'alderman. Imaginez cet alderman, assis le soir à son bureau, éclairé par une simple bougie de cire, penché sur un grand registre en cuir. Dans ce livre, il gardait la liste de tous les hommes du quartier capables de tenir une arme. C'est lui qui décidait qui allait sacrifier sa nuit. C'est lui qui envoyait un messager frapper à la porte du boulanger ou du menuisier à la tombée de la nuit, pour lui annoncer « Ce soir, c'est ton tour ». Et selon la taille du quartier, il fallait rassembler entre 6 et 12 hommes pour former la patrouille. Si vous étiez appelé, vous ne pouviez pas simplement refuser, à moins de payer la fameuse amende ou de trouver un remplaçant. Le système bureaucratique de la nuit était lourd, lent, mais il fonctionnait. Une fois rassemblés, ces hommes devaient s'équiper. Et cet équipement était aussi précaire que la lumière de leurs bougies. L'armure de laine et la lanterne de corne. Plongeons dans la peau de l'un de ces hommes qui a accepté sa garde. Il est près de minuit. Il doit sortir de chez lui. Aujourd'hui, si nous devons sortir dans le froid, nous enfilons des manteaux imperméables, légers, doublés de matériaux synthétiques qui retiennent parfaitement la chaleur. Nous mettons des chaussures à semelles épaisses qui isolent nos pieds du sol glacé. Pour le veilleur de 1300, l'hiver londonien était un ennemi intime. Pour s'en protéger, il n'avait que des couches de laine brute, lourdes et piquantes, qui devenaient encore plus pesantes lorsqu'elles s'imprégnaient du brouillard humide de la Tamise. Ces chaussures de cuir fin prenaient l'eau à chaque flaque, à chaque pas dans la boue des ruelles non pavées. Le froid lui remontait par les pieds, engourdissant lentement ses orteils. Dans une main, il tenait son arme. Souvent, ce n'était qu'un simple bâton de bois lourd, ou parfois une hallebarde, une longue lance surmontée d'une lame de hache. Le bois était glacé au toucher. Et dans l'autre main, son outil le plus précieux, la lumière. Mais oubliez le verre transparent et brillant. Le verre coûtait une fortune. Les lanternes des veilleurs de nuit étaient souvent faites de fines feuilles de cornes d'animal, grattées jusqu'à devenir translucides. À l'intérieur, une simple bougie de suif de mauvaise qualité. Cette lanterne en corne ne projetait pas un faisceau lumineux. Elle diffusait une lueur jaunâtre, faible, vacillante, qui luttait misérablement contre les ténèbres. Elle n'éclairait qu'un cercle d'1 ou 2 mètres autour de lui. Au-delà de ce cercle, le noir absolu. Ressentez la chaleur de vos couvertures en ce moment. La douceur du tissu contre votre peau. Vous n'avez pas à porter de laine mouillée. Vos mains sont au chaud, détendues, sans avoir à serrer un bâton glacé dans l'obscurité. La symphonie fantôme des ruelles. Que se passait-il lorsqu'il commençait à marcher? Le silence de la nuit médiévale n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli de bruits furtifs, de sons que l'absence de moteur et de circulation rendait effroyablement clairs. Marcher dans Londres à 2 heures du matin, c'était écouter la symphonie fantôme de la ville endormie. Le vent s'engouffrait dans les rues étroites, faisant grincer lugubrement les lourdes enseignes en bois et en fer forgé des tavernes qui se balançaient au-dessus de leurs têtes. Hic, clac. Il y avait le son de la Tamise, le grand fleuve sombre, dont les eaux noires venaient lécher les piliers de bois des ponts et des quais. Il y avait le cliquetis nerveux des rats fouillant dans les déchets jetés dans la rigole centrale de la rue. Parfois, le gémissement d'un chien errant ou le toussotement lointain d'un habitant malade derrière les minces murs de torchis. Chaque bruit résonnait contre la pierre et le bois. Et pour le veilleur, dont la vision était aveuglée par la nuit, chaque bruit était une alerte potentielle. Ses oreilles devenaient son outil de survie le plus aiguisé. Il devait marcher à pas lents, essayant de ne pas faire trop de bruit avec ses propres bottes, s'arrêtant à chaque carrefour pour écouter. Écouter s'il n'y avait pas des chuchotements suspects dans l'ombre. Écouter s'il n'y avait pas le crépitement d'un début d'incendie. Les rencontres dans le brouillard. Parfois, au détour d'une ruelle écrasée par l'ombre des toits, le veilleur percevait un mouvement. Une forme. Quelqu'un marchait dans l'obscurité. Imaginez la tension. Le rythme de son cœur qui s'accélère. Il devait lever sa lanterne, la main tremblante, essayant de jeter cette faible lueur jaunâtre sur le visage de l'inconnu. Qui va là? La plupart du temps, l'adrénaline retombait aussi vite qu'elle était montée. C'était simplement un homme ivre, expulsé d'une taverne clandestine qui avait ignoré le couvre-feu, titubant pour retrouver son chemin. Ou bien un médecin, appelé en urgence pour un accouchement ou une fièvre grave, tenant sa propre lanterne. Ou encore, c'étaient les autres membres de la garde,
venant du district voisin, leurs ombres se croisant dans le brouillard épais de Londres. Mais d'autres fois, l'homme dans l'obscurité ne répondait pas. Il fuyait. Il courait dans les ruelles labyrinthiques. Et le veilleur, fatigué, encombré par sa hallebarde et son manteau lourd, devait décider s'il allait le poursuivre dans ce noir absolu, au risque de tomber dans une embuscade. L'obscurité protégeait tout le monde, les innocents comme les coupables. Et le veilleur, au milieu, n'était qu'un homme ordinaire essayant de faire de son mieux jusqu'au matin. Le piège de la terre et de la boue. Mais le danger ne venait pas seulement des ombres ou des hommes. Il venait du sol lui-même. Aujourd'hui, lorsque vous marchez la nuit, vos pieds rencontrent l'asphalte lisse, le béton droit, les trottoirs bien nivelés. Vous n'avez pas besoin de regarder vos pieds pour avancer. Pour le veilleur de 1300, le sol était un terrain traître et imprévisible. Les rues de Londres n'étaient pas encore pavées uniformément. La plupart n'étaient que des chemins de terre battus. Et avec le climat anglais, cette terre se transformait presque perpétuellement en une boue épaisse, froide et collante. Au centre de chaque ruelle, il y avait un canal ouvert, une rigole creusée pour laisser s'écouler l'eau de pluie, et tout le reste. Les déchets de la journée, les restes des cuisines, l'eau sale des artisans. Dans l'obscurité, avec sa lanterne qui n'éclairait qu'à un pas devant lui, le veilleur devait deviner où poser son pied. Un faux pas, et il glissait dans cette rigole glacée. La boue s'infiltrait à travers les coutures de ses chaussures en cuir souple. Le froid glacé de la terre mouillée lui mordait la peau. Chaque pas demandait un effort de concentration, un équilibre précaire. Sentez, par contraste, l'immobilité de votre corps en ce moment. Vous n'avez aucun pas à faire, aucun équilibre à maintenir. Vos jambes sont parfaitement relâchées, reposant sur une surface douce, sèche et totalement sûre. L'odeur de la cendre est le vrai monstre. Soudain, le veilleur s'arrête. Il lève la tête. Il ferme les yeux un instant. Et il respire profondément. Il ne cherche pas un bruit. Il cherche une odeur. Nous l'avons mentionné plus tôt, mais il faut comprendre à quel point cette peur était ancrée dans leur chair. Le vrai monstre de la ville médiévale, ce n'était pas le voleur de bourse. Ce n'était pas l'assassin. Le monstre, c'était le feu. Londres était une immense forêt de bois secs et de toits de chaume, entassés sur quelques kilomètres carrés. Une simple étincelle échappée d'un âtre mâle couvert pouvait réduire un quartier entier en cendres fumantes avant le lever du jour. Le veilleur de nuit était avant tout le nez de la ville. Il marchait, l'esprit engourdi par le froid, mais les sens en alerte pour détecter la moindre odeur de fuméax. S'il sentait que l'odeur du bois brûlé était trop forte près d'une maison, il devait frapper à la porte, réveiller la famille endormie avec le bout de son bâton, et s'assurer que le foyer était bien étouffé sous les cendres. Sentez l'air de votre propre chambre. Il est pur. Il est frais. Il est exempt de fumée. Vous n'avez rien à surveiller. Les capteurs de votre monde moderne veillent sur vous, invisibles et silencieux. Votre esprit peut s'apaiser, totalement libre de cette terreur ancestrale. Le cri qui déchire le silence. Pour rassurer les habitants endormis, et pour prouver à l'alderman qu'ils faisaient bien leur ronde et ne s'étaient pas endormis dans un coin à l'abri du vent, les veilleurs avaient une autre obligation. Une obligation sonore. À intervalles réguliers, ils devaient briser le silence de la nuit. Imaginez-vous dans un lit médiéval, bien au chaud sous une montagne de couverture de laine. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, confus, plongé dans une obscurité si dense que vous ne voyez même pas votre propre main devant votre visage. Et là, à l'extérieur, étouffé par les murs de boue et de bois, une voix grave s'élève dans la rue froide. Il est minuit passé, le ciel est nuageux, et tout va bien. Ce cri lointain, le son d'une voix humaine familière dans l'océan de la nuit. C'était la berceuse de la ville médiévale. Pour le citoyen endormi, cela signifiait que les ombres étaient gardées, que le feu était maîtrisé, que l'ordre tenait bon. En entendant cette voix, le dormeur soupirait de soulagement, se retournait dans son lit, et replongeait instantanément dans un sommeil profond. Tout va bien. Laissez ces mots résonner dans votre propre esprit. Ce soir, pour vous aussi, tout va bien. Le poids du temps sans horloge. Mais pour l'homme qui avait poussé ce cri, debout dans le froid, la réalité était bien plus lourde. C'est l'une des choses les plus difficiles à concevoir pour notre esprit moderne, obsédé par la seconde, la lenteur infinie du temps dans l'obscurité. Aujourd'hui, si vous ne parvenez pas à dormir, vous regardez l'écran lumineux de votre téléphone. Vous voyez l'heure exacte. 3h12. 3h13. Le temps est découpé, précis, mesurable. Le veilleur de nuit, lui,
ne possédait pas de montre. Les horloges mécaniques de poche n'existaient pas. Comment savait-il combien de temps il devait encore marcher? Il ne le savait pas. Il le sentait. Il mesurait le temps à la fatigue de ses jambes, à la douleur dans le bas de son dos, à la quantité de bougies qui avaient fondu dans sa lanterne de corne. Et surtout, il attendait le son lointain de la cloche de l'église, qui sonnait les heures canoniales. Entre deux tintements de cloche, le temps s'étirait comme un élastique infini. Il n'y avait rien pour distraire son esprit. Rien à lire. Personne à qui parler. Seulement le bruit de ses propres pas et le froid immobile. Il marchait dans une mer d'heures invisibles, espérant à chaque carrefour voir enfin la première lueur grise de l'aube poindre à l'horizon. La nuit paraissait durer des siècles. Laissez cette lenteur vous envahir. Ce temps qui s'étire. Vous n'avez pas besoin de compter les minutes. Vous n'avez pas besoin de mesurer la nuit. Laissez les heures glisser sur vous, sans aucun effort. Le temps n'a plus d'importance. Seul le repos compte. La lueur grise et le poids qui s'allège. Enfin, après ce qui semblait être une éternité de pas lourds et de froid mordant, l'air commence imperceptiblement à changer. Le noir absolu du ciel de Londres cède la place à un bleu d'encre, profond et glacé. Puis, très lentement, au-dessus des toits pointus et des cheminées silencieuses, une pâle lueur grise commence à poindre à l'horizon. Ce n'est pas un lever de soleil éclatant et chaud. C'est une lumière timide, filtrée par le brouillard épais de la Tamise. Mais pour le veilleur de nuit, cette simple lueur grise est la plus belle vision du monde. Dans sa lanterne de corne, la petite bougie de suif, qui a lutté toute la nuit contre les ténèbres, vacille une dernière fois, crache un petit filet de fumée noire, et s'éteint. Il n'en a plus besoin. Il s'arrête au coin d'une ruelle. Il s'appuie un instant sur sa hallebarde en bois. Ses jambes tremblent légèrement de fatigue. Son dos est raide, engourdi par le poids de son manteau de laine humide. Ses pieds, dans ses chaussures de cuir détrempées, sont presque insensibles. Mais un immense soupir de soulagement s'échappe de sa poitrine, formant un nuage de buée blanche dans l'air froid de l'aube. Il a survécu à la nuit. La ville a survécu à la nuit. Aucun incendie ne s'est déclaré. Aucun cri n'a déchiré l'obscurité. Son devoir est accompli. Le réveil de la ville et la fin de la garde. Avec la lumière, la symphonie de la ville change. Les bruits furtifs de la nuit disparaissent, remplacés par les sons laborieux du petit matin. Au loin, le bruit lourd et métallique des immenses gonds de fer retentit. Les gardes ouvrent les grandes portes de la muraille de Londres. Les premiers marchands, qui ont attendu dans le froid glacial à l'extérieur de la ville, commencent à faire entrer leurs charrettes. Dans la rue du Veilleur, une porte en bois s'ouvre en grinçant. C'est le boulanger, le visage déjà couvert de sueur et de farine, qui jette un seau d'eau sale dans la rigole. L'odeur de la cendre froide de la nuit est soudainement remplacée par l'odeur chaude, riche et réconfortante du pain frais qui cuit dans les fours de pierre. Les autres membres de la garde émergent du brouillard, tels des fantômes épuisés. Ils se regroupent sur la petite place du quartier. Aucun mot n'est échangé. Ils sont trop fatigués pour parler. Le chef de la garde hoche simplement la tête. Le registre est clos. Ils sont libres de rentrer chez eux. Le sanctuaire du foyer. Suivez cet homme une dernière fois, alors qu'il pousse la lourde porte de sa propre maison. L'intérieur est sombre, et il y fait presque aussi froid que dehors. Les braises dans la cheminée sont mortes. Mais c'est chez lui. C'est son sanctuaire. Imaginez la lenteur de ses gestes. Avec des doigts rougis et raides, il défait les nœuds de son manteau lourd. Il le laisse glisser de ses épaules. Le poids de la laine mouillée tombe sur le sol de terre battu avec un bruit sourd. Il s'assoit lourdement sur un petit tabouret de bois et retire ses chaussures gorgées d'eau. Et enfin, le lit. Ce n'est peut-être qu'une paillasse remplie de paille sèche, recouverte d'une couverture rugueuse. Mais pour cet homme qui a marché des heures dans les ténèbres, ce lit est le paradis absolu. Il s'y glisse. Ses muscles endoloris se relâchent d'un seul coup. La chaleur de son propre corps commence lentement à s'accumuler sous la couverture. Les bruits de la ville qui s'éveillent à l'extérieur deviennent un murmure lointain, insignifiant. Ses yeux se ferment, lourds comme du plomb. Avant même que le soleil ne soit totalement levé, il est déjà plongé dans un sommeil profond, noir et sans rêve. Le repos du guerrier fatigué. Conclusion. Le pont vers le présent et le sommeil parfait. Laissez cet homme dormir dans les profondeurs de l'histoire. Sa longue nuit est terminée. Et tandis qu'il s'endort dans le passé, revenez à vous. Revenez à votre propre nuit. Pause de 4 secondes. Prenez conscience du contraste infini entre son monde et le vôtre.
Vous n'avez pas marché dans la boue glacée. Vous n'avez pas porté d'armure lourde ni de lanterne fumante. Votre corps n'est pas transi de froid. Vos muscles ne sont pas douloureux. Vous êtes ici. Maintenant. Dans la perfection du confort moderne. Sentez la douceur absolue de vos draps contre votre peau. Une douceur que cet homme n'a jamais connue. Sentez comme votre matelas absorbe chaque gramme de votre poids, soutenant votre dos, vos épaules, vos jambes, sans aucun point de pression. L'air de votre chambre est à la température parfaite. Il n'y a pas de vent qui s'infiltre, pas de danger qui rôde. Le monde entier s'est arrêté pour vous permettre de vous reposer. Vous n'avez aucune garde à monter, aucune ville à protéger. Votre seule mission, ce soir, est de vous laisser aller. Laissez vos pieds devenir incroyablement lourds. Laissez cette lourdeur douce remonter le long de vos mollets, de vos cuisses. Votre bassin s'enfonce dans le matelas. Votre poitrine se soulève et s'abaisse à un rythme lent, très lent. Bruit léger d'inspiration, bruit très léger d'expiration. Vos épaules fondent. Vos bras sont relâchés. Votre cou se détend. Votre tête repose, lourde et paisible, sur votre oreiller moelleux. Il n'y a plus rien à attendre, plus rien à surveiller. La nuit est à vous. Douce, sûre, éternelle. Laissez-vous glisser dans ce sommeil profond et réparateur. Tout est calme. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Imaginez-vous vous réveiller à 2 heures du matin. L'air est glacial. Vous prenez une petite lanterne en fer et en corne, dont la bougie vacillante et fumeuse éclaire à peine 2 mètres devant vous. Et vous devez sortir pour marcher seul dans les rues d'une ville médiévale. Complètement dans le noir. Sans radio pour appeler à l'aide. Sans partenaire pour surveiller vos arrières. Sans véritable entraînement. Sans salaire fixe. Avec pour unique et écrasante mission de garder une ville entière de 100 000 personnes en sécurité jusqu'à ce que le soleil daigne enfin se lever. C'est exactement ce que faisait un veilleur de nuit dans le Londres médiéval, nuit après nuit, siècle après siècle. Et je vous promets que lorsque vous terminerez ce voyage dans le temps avec moi ce soir, vous regarderez le concept de sécurité, de nuit et de confort d'une manière complètement différente. Car ce que ces hommes affrontaient dans l'obscurité, les décisions qu'ils devaient prendre dans le noir total, et les situations absurdes que ce système créait, c'est le genre de choses qui semblent tout droit sorties d'un conte inventé. Mais tout est réel, tout est minutieusement documenté. Avant de plonger dans les ombres de l'histoire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, très doucement. C'est exactement le type d'histoire que nous partageons ici. Réelle, immersive et sans détour, pour vous aider à vous détendre et à glisser vers le sommeil. Laissez un « j'aime » pour guider d'autres voyageurs nocturnes vers ce refuge. Et glissez un mot dans les commentaires. Quelle heure est-il là où vous êtes? Et d'où écoutez-vous cette histoire? Maintenant, installez-vous. Ajustez vos couvertures. Respirez lentement et profondément. Et venez avec moi à Londres, au cœur du Moyen Âge, entre le XIe et le XIVe siècle. Dans cette ville, l'idée même de repousser la nuit n'existait pas. Il n'y avait pas d'éclairage public. Il n'y avait pas de poteaux électriques, pas de lanternes accrochées au coin des rues, aucun système organisé pour éclairer ce qui se trouvait à l'extérieur une fois que le grand astre disparaissait. Quand la nuit tombait, les rues plongeaient dans une obscurité presque liquide, totale et insondable. La ville, qui pendant la journée était un chaos assourdissant rempli de vendeurs ambulants hurlant leurs prix, de cochons et de chevaux, de charrettes grinçantes et de personnes se bousculant dans des ruelles bondées, se transformait en quelque chose de complètement différent. Le bruit diminuait jusqu'à s'éteindre. Les lourdes portes de bois se fermaient et se verrouillaient de l'intérieur. Et quiconque restait dans les rues après une certaine heure était, la plupart du temps, quelqu'un qui n'avait absolument rien à y faire. La nuit appartenait à ceux qui voulaient se cacher. L'étouffement des rues et les murailles. Pour vraiment comprendre l'angoisse et la solitude du veilleur de nuit, il faut comprendre le terrain sur lequel il marchait. Londres, à cette époque, n'était pas la métropole tentaculaire d'aujourd'hui. Elle était concentrée, enfermée et étouffée à l'intérieur de vieilles murailles romaines, sans cesse rapiécées au fil des siècles. À l'intérieur de ces murs de pierre, l'espace était disputé avec une intensité qu'il nous est difficile d'imaginer. Les rues n'étaient pas pavées de manière lisse, elles étaient faites de terre, de boue et de déchets. Elles étaient si étroites qu'elles mesuraient souvent moins de 2 mètres de large. Et levez les yeux en un instant. Les bâtiments, construits en bois et en torchis, s'inclinaient vers l'intérieur au fur et à mesure qu'ils montaient en hauteur. Le 2e étage dépassait le premier,
le troisième dépassait le deuxième. De sorte que, tout en haut, les toits des maisons se touchaient presque au-dessus de la tête de ceux qui marchaient en bas, bloquant le ciel. Même en plein jour, la lumière du soleil atteignait à peine le niveau du sol dans de nombreux quartiers. Alors, imaginez la nuit. La nuit était une caverne d'ombre, où chaque recoin pouvait cacher un danger. C'est dans ce labyrinthe noir qu'apparaît la figure du veilleur de nuit, ou watchman. Son histoire nous révèle comment une société tentait de maintenir l'ordre quand il était physiquement impossible de voir à plus d'un mètre. La règle de la nuit est le couvre-feu. Le système de surveillance nocturne n'a pas été créé en un jour. Il a pris sa forme légale avec le statut de Winchester en 1285, promulgué par le roi Édouard Ier. Le roi essayait d'organiser le chaos. La nuit médiévale commençait officiellement avec un son. Le son du curfew. Un mot ancien qui vient directement du français normand, couvre-feu. Cette cloche sonnait à la tombée de la nuit, vers 8 ou 9 heures en été, et beaucoup plus tôt dans l'obscurité glaciale de l'hiver. Son message pratique était double et vital. Premièrement, c'était un ordre de survie. Les habitants devaient recouvrir de cendres le feu de leur foyer domestique. La peur du feu était la terreur ultime. Un incendie la nuit, alors que tout le monde dormait et que personne ne pouvait voir la fumée dans l'obscurité, pouvait dévorer des centaines de maisons en bois avant qu'une chaîne de seaux d'eau ne puisse être organisée. Deuxièmement, la cloche signifiait que les rues devaient se vider instantanément. Les tavernes bruyantes devaient fermer leurs fûts de bière. Les lourdes portes de la ville, insérées dans la muraille comme Newgate, Ludgate, Bishopsgate, étaient fermées à double tour. Les gardes prenaient position. Quiconque était trouvé errant dans les rues après le couvre-feu, surtout s'il était un étranger à la ville, était immédiatement arrêté, jeté dans une cellule froide et gardé jusqu'au matin pour être longuement interrogé. La garde des boulangers et des charpentiers. Et voici la partie qui surprend toujours ceux qui découvrent cette époque. Le veilleur de nuit médiéval n'était pas ce que vous imaginez. Il n'était pas un garde professionnel, ni un soldat. Ce n'était pas un emploi auquel on postulait, pour lequel on était entraîné, et pour lequel on recevait un salaire régulier. Pendant la plus grande partie du Moyen Âge, surveiller la nuit de Londres était un simple devoir civique. Un peu comme le service militaire obligatoire ou le fait d'être appelé comme juré dans un tribunal aujourd'hui. La ville était divisée en districts. Et chaque district devait fournir une liste d'hommes pour faire la ronde. Si vous étiez un homme adulte, habitant la ville, avec un métier et une maison, c'était votre tour. Imaginez la scène. Ces hommes n'étaient pas des guerriers. C'étaient des boulangers, couverts de farine. Des charpentiers, les mains pleines d'échardes. Des marchands de tissus, des bouchers, des forgerons. Des hommes qui, toute la journée, avaient travaillé jusqu'à l'épuisement physique dans leur propre commerce. Et la nuit venue, alors qu'ils ne rêvaient que de leur lit, ils étaient appelés. Ils devaient prendre une lance, un bâton, une lanterne enfumée, et sortir patrouiller dans le vent glacial. Vous pouviez être appelé une fois par semaine. C'était épuisant, inconfortable, et cela ruinait le sommeil d'hommes qui devaient se lever à l'aube pour nourrir leur famille le lendemain. Chapitre 5. Le marché des ombres et les remplaçants. Face à cette obligation redoutée, que s'est-il passé? Exactement ce qui se passe toujours dans l'histoire humaine face à une corvée. Un marché parallèle, silencieux et nocturne, s'est développé. La garde était détestée. Les hommes riches, les marchands prospères, n'avaient aucune envie de geler dans les ruelles sombres en risquant de recevoir un coup de couteau d'un voleur désespéré. Ils ont donc commencé à payer des remplaçants. C'était parfaitement légal à l'époque. Un homme riche donnait quelques pièces d'argent à un homme beaucoup plus pauvre pour qu'il prenne sa place, porte sa lanterne et marche dans le froid à son nom. Et l'homme pauvre, qui avait faim, acceptait. Avec le temps, cela a créé une véritable sous-classe d'hommes qui gagnaient leur vie uniquement de cette façon. Ils devenaient des veilleurs de nuit professionnels par défaut. Parfois, c'étaient des citoyens honnêtes qui avaient désespérément besoin d'un revenu supplémentaire. Mais très souvent, c'étaient des individus à la réputation très douteuse, des hommes qui n'avaient aucune autre option dans la vie. Ainsi, l'ironie absolue du système est née. Ceux qui étaient censés protéger les rues des criminels dans la nuit noire étaient parfois d'anciens criminels eux-mêmes. Des ombres surveillant d'autres ombres. Une garde fatiguée, mal payée et souvent corrompue, marchant lentement dans une ville endormie. Le contraste et le sommeil profond. Pensez à ces hommes un instant. Pensez à leur fatigue accumulée. Pensez à l'humidité de la nuit de Londres qui transperçait leurs vêtements de laine brute. À leurs chaussures trempées par la boue. À leurs yeux plissés,
essayant de percer l'obscurité totale, sursautant au moindre bruit, au moindre chat qui renversait un seau. Et maintenant, écoutez le silence de votre propre chambre. Sentez la sécurité absolue de vos propres murs. Ce soir, vous n'avez pas de cloche de couvre-feu à écouter avec angoisse. Vous n'avez pas de feu de bois à couvrir de cendres par peur qu'il ne détruise votre vie. Et surtout, vous n'avez pas à vous lever à 2 heures du matin. Vous n'avez pas à prendre une lanterne et à sortir dans le froid mordant pour protéger votre quartier. Le monde d'aujourd'hui veille sur vous, silencieusement et sans effort de votre part. La lumière n'est qu'à la portée d'un petit interrupteur. Les rues à l'extérieur sont éclairées, calmes, surveillées par des systèmes que ces hommes du passé n'auraient jamais pu concevoir. Vous êtes à l'abri. Vous êtes loin, très loin des ombres du Moyen Âge. Laissez l'histoire de ces veilleurs fatigués s'éloigner dans les brumes du temps. Ils ont terminé leur garde. Il est temps, pour vous aussi, de baisser la garde. Sentez comme votre lit est chaud. Relâchez vos épaules dans le matelas. Laissez vos bras devenir lourds. Laissez votre respiration devenir lente, régulière et profonde. Le veilleur de nuit a fait sa ronde. La ville est en sécurité. Tout est calme. Fermez les yeux. Les 24 quartiers et le grand registre. Mais comment tout cela était-il organisé dans une ville plongée dans le noir? Pour comprendre cette mécanique de la nuit, il faut regarder la carte invisible de Londres. La ville à l'intérieur des murs était divisée en 24 unités administratives. On les appelait les wards, ce que nous traduirions aujourd'hui par des quartiers ou des arrondissements. Chaque ward avait à sa tête un homme important, un chef local élu par les citoyens les plus riches du quartier. On l'appelait l'alderman. Imaginez cet alderman, assis le soir à son bureau, éclairé par une simple bougie de cire, penché sur un grand registre en cuir. Dans ce livre, il gardait la liste de tous les hommes du quartier capables de tenir une arme. C'est lui qui décidait qui allait sacrifier sa nuit. C'est lui qui envoyait un messager frapper à la porte du boulanger ou du menuisier à la tombée de la nuit, pour lui annoncer « Ce soir, c'est ton tour ». Et selon la taille du quartier, il fallait rassembler entre 6 et 12 hommes pour former la patrouille. Si vous étiez appelé, vous ne pouviez pas simplement refuser, à moins de payer la fameuse amende ou de trouver un remplaçant. Le système bureaucratique de la nuit était lourd, lent, mais il fonctionnait. Une fois rassemblés, ces hommes devaient s'équiper. Et cet équipement était aussi précaire que la lumière de leurs bougies. L'armure de laine et la lanterne de corne. Plongeons dans la peau de l'un de ces hommes qui a accepté sa garde. Il est près de minuit. Il doit sortir de chez lui. Aujourd'hui, si nous devons sortir dans le froid, nous enfilons des manteaux imperméables, légers, doublés de matériaux synthétiques qui retiennent parfaitement la chaleur. Nous mettons des chaussures à semelles épaisses qui isolent nos pieds du sol glacé. Pour le veilleur de 1300, l'hiver londonien était un ennemi intime. Pour s'en protéger, il n'avait que des couches de laine brute, lourdes et piquantes, qui devenaient encore plus pesantes lorsqu'elles s'imprégnaient du brouillard humide de la Tamise. Ces chaussures de cuir fin prenaient l'eau à chaque flaque, à chaque pas dans la boue des ruelles non pavées. Le froid lui remontait par les pieds, engourdissant lentement ses orteils. Dans une main, il tenait son arme. Souvent, ce n'était qu'un simple bâton de bois lourd, ou parfois une hallebarde, une longue lance surmontée d'une lame de hache. Le bois était glacé au toucher. Et dans l'autre main, son outil le plus précieux, la lumière. Mais oubliez le verre transparent et brillant. Le verre coûtait une fortune. Les lanternes des veilleurs de nuit étaient souvent faites de fines feuilles de cornes d'animal, grattées jusqu'à devenir translucides. À l'intérieur, une simple bougie de suif de mauvaise qualité. Cette lanterne en corne ne projetait pas un faisceau lumineux. Elle diffusait une lueur jaunâtre, faible, vacillante, qui luttait misérablement contre les ténèbres. Elle n'éclairait qu'un cercle d'1 ou 2 mètres autour de lui. Au-delà de ce cercle, le noir absolu. Ressentez la chaleur de vos couvertures en ce moment. La douceur du tissu contre votre peau. Vous n'avez pas à porter de laine mouillée. Vos mains sont au chaud, détendues, sans avoir à serrer un bâton glacé dans l'obscurité. La symphonie fantôme des ruelles. Que se passait-il lorsqu'il commençait à marcher? Le silence de la nuit médiévale n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli de bruits furtifs, de sons que l'absence de moteur et de circulation rendait effroyablement clairs. Marcher dans Londres à 2 heures du matin, c'était écouter la symphonie fantôme de la ville endormie. Le vent s'engouffrait dans les rues étroites, faisant grincer lugubrement les lourdes enseignes en bois et en fer forgé des tavernes qui se balançaient au-dessus de leurs têtes. Hic, clac,
Il y avait le son de la Tamise, le grand fleuve sombre, dont les eaux noires venaient lécher les piliers de bois des ponts et des quais. Il y avait le cliquetis nerveux des rats fouillant dans les déchets jetés dans la rigole centrale de la rue. Parfois, le gémissement d'un chien errant, ou le toussotement lointain d'un habitant malade derrière les minces murs de torchis. Chaque bruit résonnait contre la pierre et le bois. Et pour le veilleur, dont la vision était aveuglée par la nuit, chaque bruit était une alerte potentielle. Ses oreilles devenaient son outil de survie le plus aiguisé. Il devait marcher à pas lents, essayant de ne pas faire trop de bruit avec ses propres bottes, s'arrêtant à chaque carrefour pour écouter. Écouter s'il n'y avait pas des chuchotements suspects dans l'ombre. Écouter s'il n'y avait pas le crépitement d'un début d'incendie. Les rencontres dans le brouillard. Parfois, au détour d'une ruelle écrasée par l'ombre des toits, le veilleur percevait un mouvement, une forme. Quelqu'un marchait dans l'obscurité. Imaginez la tension, le rythme de son cœur qui s'accélère. Il devait lever sa lanterne, la main tremblante, essayant de jeter cette faible lueur jaunâtre sur le visage de l'inconnu. Qui va là? La plupart du temps, l'adrénaline retombait aussi vite qu'elle était montée. C'était simplement un homme ivre, expulsé d'une taverne clandestine qui avait ignoré le couvre-feu, titubant pour retrouver son chemin. Ou bien un médecin, appelé en urgence pour un accouchement ou une fièvre grave, tenant sa propre lanterne. Ou encore, c'étaient les autres membres de la garde, venant du district voisin, leurs ombres se croisant dans le brouillard épais de Londres. Mais d'autres fois, l'homme dans l'obscurité ne répondait pas. Il fuyait. Il courait dans les ruelles labyrinthiques. Et le veilleur, fatigué, encombré par sa hallebarde et son manteau lourd, devait décider s'il allait le poursuivre dans ce noir absolu, au risque de tomber dans une embuscade. L'obscurité protégeait tout le monde, les innocents comme les coupables. Et le veilleur, au milieu, n'était qu'un homme ordinaire essayant de faire de son mieux jusqu'au matin. Le piège de la terre et de la boue. Mais le danger ne venait pas seulement des ombres ou des hommes. Il venait du sol lui-même. Aujourd'hui, lorsque vous marchez la nuit, vos pieds rencontrent l'asphalte lisse, le béton droit, les trottoirs bien nivelés. Vous n'avez pas besoin de regarder vos pieds pour avancer. Pour le veilleur de 1300, le sol était un terrain traître et imprévisible. Les rues de Londres n'étaient pas encore pavées uniformément. La plupart n'étaient que des chemins de terre battue. Et avec le climat anglais, cette terre se transformait presque perpétuellement en une boue épaisse, froide et collante. Au centre de chaque ruelle, il y avait un canal ouvert, une rigole creusée pour laisser s'écouler l'eau de pluie, et tout le reste. Les déchets de la journée, les restes des cuisines, l'eau sale des artisans. Dans l'obscurité, avec sa lanterne qui n'éclairait qu'à un pas devant lui, le veilleur devait deviner où poser son pied. Un faux pas, et il glissait dans cette rigole glacée. La boue s'infiltrait à travers les coutures de ses chaussures en cuir souple. Le froid glacé de la terre mouillée lui mordait la peau. Chaque pas demandait un effort de concentration, un équilibre précaire. Sentez, par contraste, l'immobilité de votre corps en ce moment. Vous n'avez aucun pas à faire, aucun équilibre à maintenir. Vos jambes sont parfaitement relâchées, reposant sur une surface douce, sèche et totalement sûre. L'odeur de la cendre est le vrai monstre. Soudain, le veilleur s'arrête. Il lève la tête. Il ferme les yeux un instant. Et il respire profondément. Il ne cherche pas un bruit. Il cherche une odeur. Nous l'avons mentionné plus tôt, mais il faut comprendre à quel point cette peur était ancrée dans leur chair. Le vrai monstre de la ville médiévale, ce n'était pas le voleur de bourse. Ce n'était pas l'assassin. Le monstre, c'était le feu. Londres était une immense forêt de bois secs et de toits de chaume, entassés sur quelques kilomètres carrés. Une simple étincelle échappée d'un âtre mâle couvert pouvait réduire un quartier entier en cendres fumantes avant le lever du jour. Le veilleur de nuit était avant tout le nez de la ville. Il marchait, l'esprit engourdi par le froid, mais les sens en alerte pour détecter la moindre odeur de fuméax. S'il sentait que l'odeur du bois brûlé était trop forte près d'une maison, il devait frapper à la porte, réveiller la famille endormie avec le bout de son bâton, et s'assurer que le foyer était bien étouffé sous les cendres. Sentez l'air de votre propre chambre. Il est pur. Il est frais. Il est exempt de fumée. Vous n'avez rien à surveiller. Les capteurs de votre monde moderne veillent sur vous, invisibles et silencieux. Votre esprit peut s'apaiser, totalement libre de cette terreur ancestrale. Le cri qui déchire le silence. Pour rassurer les habitants endormis, et pour prouver à l'alderman qu'ils faisaient bien leur ronde et ne s'étaient pas endormis dans un coin à l'abri du vent, les veilleurs avaient une autre obligation.
Une obligation sonore. À intervalles réguliers, il devait briser le silence de la nuit. Imaginez-vous dans un lit médiéval, bien au chaud sous une montagne de couverture de laine. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, confus, plongé dans une obscurité si dense que vous ne voyez même pas votre propre main devant votre visage. Et là, à l'extérieur, étouffé par les murs de boue et de bois, une voix grave s'élève dans la rue froide. Il est minuit passé, le ciel est nuageux, et tout va bien. Ce cri lointain, le son d'une voix humaine familière dans l'océan de la nuit. C'était la berceuse de la ville médiévale. Pour le citoyen endormi, cela signifiait que les ombres étaient gardées, que le feu était maîtrisé, que l'ordre tenait bon. En entendant cette voix, le dormeur soupirait de soulagement, se retournait dans son lit, et replongeait instantanément dans un sommeil profond. Tout va bien. Laissez ces mots résonner dans votre propre esprit. Ce soir, pour vous aussi, tout va bien. Le poids du temps sans horloge. Mais pour l'homme qui avait poussé ce cri, debout dans le froid, la réalité était bien plus lourde. C'est l'une des choses les plus difficiles à concevoir pour notre esprit moderne, obsédé par la seconde, la lenteur infinie du temps dans l'obscurité. Aujourd'hui, si vous ne parvenez pas à dormir, vous regardez l'écran lumineux de votre téléphone. Vous voyez l'heure exacte. 3h12. 3h13. Le temps est découpé, précis, mesurable. Le veilleur de nuit, lui, ne possédait pas de montre. Les horloges mécaniques de poche n'existaient pas. Comment savait-il combien de temps il devait encore marcher? Il ne le savait pas. Il le sentait. Il mesurait le temps à la fatigue de ses jambes, à la douleur dans le bas de son dos, à la quantité de bougies qui avaient fondu dans sa lanterne de corne. Et surtout, il attendait le son lointain de la cloche de l'église, qui sonnait les heures canoniales. Entre deux tintements de cloche, le temps s'étirait comme un élastique infini. Il n'y avait rien pour distraire son esprit. Rien à lire. Personne à qui parler. Seulement le bruit de ses propres pas et le froid immobile. Il marchait dans une mer d'heures invisibles, espérant à chaque carrefour voir enfin la première lueur grise de l'aube poindre à l'horizon. La nuit paraissait durer des siècles. Laissez cette lenteur vous envahir. Ce temps qui s'étire. Vous n'avez pas besoin de compter les minutes. Vous n'avez pas besoin de mesurer la nuit. Laissez les heures glisser sur vous, sans aucun effort. Le temps n'a plus d'importance. Seul le repos compte. La lueur grise et le poids qui s'allège. Enfin, après ce qui semblait être une éternité de pas lourds et de froid mordant, l'air commence imperceptiblement à changer. Le noir absolu du ciel de Londres cède la place à un bleu d'encre, profond et glacé. Puis, très lentement, au-dessus des toits pointus et des cheminées silencieuses, une pâle lueur grise commence à poindre à l'horizon. Ce n'est pas un lever de soleil éclatant et chaud. C'est une lumière timide, filtrée par le brouillard épais de la Tamise. Mais pour le veilleur de nuit, cette simple lueur grise est la plus belle vision du monde. Dans sa lanterne de corne, la petite bougie de suif, qui a lutté toute la nuit contre les ténèbres, vacille une dernière fois, crache un petit filet de fumée noire, et s'éteint. Il n'en a plus besoin. Il s'arrête au coin d'une ruelle. Il s'appuie un instant sur sa hallebarde en bois. Ses jambes tremblent légèrement de fatigue. Son dos est raide, engourdi par le poids de son manteau de laine humide. Ses pieds, dans ses chaussures de cuir détrempées, sont presque insensibles. Mais un immense soupir de soulagement s'échappe de sa poitrine, formant un nuage de buée blanche dans l'air froid de l'aube. Il a survécu à la nuit. La ville a survécu à la nuit. Aucun incendie ne s'est déclaré. Aucun cri n'a déchiré l'obscurité. Son devoir est accompli. Le réveil de la ville et la fin de la garde. Avec la lumière, la symphonie de la ville change. Les bruits furtifs de la nuit disparaissent, remplacés par les sons laborieux du petit matin. Au loin, le bruit lourd et métallique des immenses gonds de fer retentit. Les gardes ouvrent les grandes portes de la muraille de Londres. Les premiers marchands, qui ont attendu dans le froid glacial à l'extérieur de la ville, commencent à faire entrer leurs charrettes. Dans la rue du Veilleur, une porte en bois s'ouvre en grinçant. C'est le boulanger, le visage déjà couvert de sueur et de farine, qui jette un seau d'eau sale dans la rigole. L'odeur de la cendre froide de la nuit est soudainement remplacée par l'odeur chaude, riche et réconfortante du pain frais qui cuit dans les fours de pierre. Les autres membres de la garde émergent du brouillard, tels des fantômes épuisés. Ils se regroupent sur la petite place du quartier. Aucun mot n'est échangé. Ils sont trop fatigués pour parler. Le chef de la garde hoche simplement la tête. Le registre est clos. Ils sont libres de rentrer chez eux.
Le sanctuaire du foyer. Suivez cet homme une dernière fois, alors qu'il pousse la lourde porte de sa propre maison. L'intérieur est sombre, et il y fait presque aussi froid que dehors. Les braises dans la cheminée sont mortes. Mais c'est chez lui. C'est son sanctuaire. Imaginez la lenteur de ses gestes. Avec des doigts rougis et raides, il défait les nœuds de son manteau lourd. Il le laisse glisser de ses épaules. Le poids de la laine mouillée tombe sur le sol de terre battu avec un bruit sourd. Il s'assoit lourdement sur un petit tabouret de bois et retire ses chaussures gorgées d'eau. Et enfin, le lit. Ce n'est peut-être qu'une paillasse remplie de paille sèche, recouverte d'une couverture rugueuse. Mais pour cet homme qui a marché des heures dans les ténèbres, ce lit est le paradis absolu. Il s'y glisse. Ses muscles endoloris se relâchent d'un seul coup. La chaleur de son propre corps commence lentement à s'accumuler sous la couverture. Les bruits de la ville qui s'éveillent à l'extérieur deviennent un murmure lointain, insignifiant. Ses yeux se ferment, lourds comme du plomb. Avant même que le soleil ne soit totalement levé, il est déjà plongé dans un sommeil profond, noir et sans rêve. Le repos du guerrier fatigué. Conclusion. Le pont vers le présent est le sommeil parfait. Laissez cet homme dormir dans les profondeurs de l'histoire. Sa longue nuit est terminée. Et tandis qu'il s'endort dans le passé, revenez à vous. Revenez à votre propre nuit. Pause de 4 secondes. Prenez conscience du contraste infini entre son monde et le vôtre. Vous n'avez pas marché dans la boue glacée. Vous n'avez pas porté d'armure lourde ni de lanterne fumante. Votre corps n'est pas transi de froid. Vos muscles ne sont pas douloureux. Vous êtes ici. Maintenant. Dans la perfection du confort moderne. Sentez la douceur absolue de vos draps contre votre peau. Une douceur que cet homme n'a jamais connue. Sentez comme votre matelas absorbe chaque gramme de votre poids, soutenant votre dos, vos épaules, vos jambes, sans aucun point de pression. L'air de votre chambre est à la température parfaite. Il n'y a pas de vent qui s'infiltre, pas de danger qui rôde. Le monde entier s'est arrêté pour vous permettre de vous reposer. Vous n'avez aucune garde à monter, aucune ville à protéger. Votre seule mission, ce soir, est de vous laisser aller. Laissez vos pieds devenir incroyablement lourds. Laissez cette lourdeur douce remonter le long de vos mollets, de vos cuisses. Votre bassin s'enfonce dans le matelas. Votre poitrine se soulève et s'abaisse à un rythme lent, très lent. Bruit léger d'inspiration, bruit très léger d'expiration. Vos épaules fondent. Vos bras sont relâchés. Votre cou se détend. Votre tête repose, lourde et paisible, sur votre oreiller moelleux. Il n'y a plus rien à attendre, plus rien à surveiller. La nuit est à vous. Douce, sûre, éternelle. Laissez-vous glisser dans ce sommeil profond et réparateur. Tout est calme. Dormez bien. Faites de beaux rêves.